Nous sommes de retour à Beyrouth. Bienvenue dans la deuxième partie de cette édition spéciale consacrée à la crise que traverse le Liban, crise économique, crise politique. Alors nous sommes ici à l'université USEK, l'université Saint-Esprit de Kaslik. Nous sommes à Jounieh, ville côtière qui se trouve à 20 km de Beyrouth. Et nous avons rendez-vous avec un homme qui a été l'un des plus puissants patrons du monde, Carlos Ghosn, ex-PDG de Renault-Nissan, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la justice française depuis maintenant quelques semaines pour abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment d'argent en bande organisée et corruption passive. C'est dans cette université que Carlos Ghosn dispense aujourd'hui des formations. C'est notre grand angle. Bonsoir Carlos Ghosn. Bonsoir. Avant de parler de votre situation personnelle, commençons par la grave crise que traverse le Liban, pays dans lequel vous vivez aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur cette crise ? Écoutez, elle est très grave. Elle se traduit par une catastrophe sociale. À la base, la crise est financière. On sait très bien que quand il y a des règlements financiers, ça entraîne des conséquences économiques terribles. On l'a vu en 2008 à une échelle mondiale. Là, on la voit au Liban. Crise financière, entraînant une crise économique, entraînant des conséquences sociales catastrophiques. 42 $ le plein d'essence aujourd'hui, c'est plus désormais que le salaire moyen dans le privé. Que faire en quelques mots ? Alors, écoutez, il faut un plan de sauvetage. Le plan de sauvetage, il est relativement simple à émettre. Alors évidemment, il faut des choix, il faut faire des choix, mais surtout, la difficulté, elle est dans l'exécution de ce plan. Un plan par lui-même, c'est 5% de la solution. Derrière, c'est l'exécution disciplinée, associative, avec une bonne communication qui permet d'obtenir... La politique, ça vous tente pas dans ces conditions pour relever le Liban ? Non, non, pas du tout. Par contre, j'ai dit que j'étais disposé, sur la base de mon expérience, à en faire bénéficier toutes les personnes qui sont élues par le peuple libanais pour sortir le pays de la crise. Alors justement, puisque vous parlez d'élections, quand vous êtes arrivé ici au Liban en décembre 2019, il y avait un mouvement de contestation contre l'incurie de la classe politique, il y avait un vrai ras-le-bol contre la corruption. Est-ce que vous comprenez cette colère des Libanaises qui est toujours prégnante contre la corruption, contre la collusion parfois aussi entre les milieux d'affaires et les milieux politiques ? Non, mais je comprends tout à fait la colère qui existe dans le pays. Mais c'est une colère contre l'efficacité. D'abord, c'est sur l'incompétence, sur le fait qu'il n'y a pas de solution. On a l'impression depuis 3 ans que cette situation de crise qui a été créée tout d'un coup, déclenchée tout d'un coup par un dérèglement financier, il n'y a pas de solution qui est apportée. Et là, on parle pratiquement 3 ans après le début de l'événement, avec un pays qui continue à s'enfoncer dans une situation qui est absolument insupportable, particulièrement pour 90% de la population libanaise. Carlos Ghosn, on va maintenant parler de votre situation personnelle et judiciaire. D'abord, on aimerait comprendre, est-ce que vous êtes un homme libre ou est-ce que vous êtes un fugitif désormais sous le coup d'un mandat d'arrêt international ? Je suis les deux. Évidemment, il y a un mandat d'arrêt international initié par le Japon. Je signale que le mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction français est venu en plus, qui n'a rien changé à la réalité des faits que je ne peux pas sortir du pays. C'est la France, c'est la justice française qui a notifié la notice rouge d'Interpol. C'est le juge d'instruction français, je fais la distinction, c'est le juge d'instruction français qui a émis le mandat d'arrêt international, qui finalement n'a aucun effet sur moi, puisque j'étais déjà soumis à une notice rouge d'Interpol de la part des Japonais. Donc, si ce n'est que vous êtes un fugitif aussi, vous l'avez dit. Pour répondre à votre question, je suis libre à l'intérieur du Liban, mais je ne peux pas sortir du Liban. Donc, d'une certaine manière, si vous dites, est-ce que au jour le jour, je suis libre ? Oui, je peux vaquer à mes occupations, voir l'ensemble des personnes que j'ai envie de voir, travailler, aider, faire des conférences, etc. Mais je ne peux pas sortir du pays, donc je suis les deux. Carlos Ghosn, retour à présent sur votre parcours pied au plancher avec Florent Krebseg, et ensuite on évoquera justement ces affaires avec vous. On ne rencontre pas tous les jours un homme dont le nom figure sur le site d'Interpol. En notice rouge, les personnes recherchées par la justice. Coup de frein brutal à une réussite menée pied au plancher. Après des études brillantes au Liban et en France, vous devenez tête pensante chez Michelin. Oui, c'est vous. Du pneu à la voiture, il n'y a qu'un pas. Voyant en vous un cost killer, un tueur de coups, en 1996, Renault vous laisse le champ libre. D'économies drastiques en plan de restructuration, 2 ans plus tard, le constructeur retrouve les bénéfices. Et avec les mêmes recettes, vous vous attaquez à la nouvelle acquisition du groupe. Le constructeur japonais est moribond.
Nissan. Working here? Économie, restructuration, pas de charge et choc culturel pour l'encadrement de la marque, mais aussi tout un pays. Lorsque les bénéfices s'affichent 3 ans plus tard, vous voici élevé au rang de rockstar. Invité vedette des émissions de télévision et honneur suprême, un manga retrace votre vie. Retour en France, vous voici en 2005 président d'un géant, l'alliance Renault-Nissan. Et c'est parti pied au plancher. Vous réduisez encore les coûts. Les syndicats sont vent debout contre des rumeurs de fermeture de sites ou opposés à votre augmentation de salaire, décidés contre l'avis des actionnaires. Le 9 mars 2014, une fastueuse soirée est organisée à Versailles. Elle célèbre officiellement les 15 ans de l'alliance Renault-Nissan. Problème, le jour choisi est également celui de vos 60 ans. Mélange des genres? L'événement entre dans le viseur de la justice française. Une enquête est ouverte pour abus de biens sociaux notamment. 4 ans plus tard, le 19 novembre 2018, c'est l'arrestation à Tokyo. Une autre enquête a été diligentée pour dissimulation de revenus et abus de confiance. La plainte provient de Nissan. Après 3 mois de prison, vous êtes assigné à domicile. Vous parlez de conspiration, clamez votre innocence, puis vous disparaissez. Vous quittez Tokyo, direction Osaka. Vous entrez dans une caisse, la caisse entre dans un jet. Premier voyage entre Osaka et Istanbul. Changement d'appareil et direction le Liban. Nous sommes le 30 décembre 2019. Le monde entier observe la façade de votre maison. Une photo est déposée sur les réseaux sociaux. Premier dîner en homme libre à Beyrouth avec votre épouse. Aujourd'hui, hors de question de quitter le Liban. Occasionnellement, vous conseillez des chefs d'entreprise, vous donnez des cours. Carlos Ghosn. Ranger des voitures? Après tout ça, difficile d'y croire. Carlos Ghosn, Renault-Nissan, ça reste votre grande fierté, pour ne pas dire votre bébé. Vous y êtes arrivé en 2008, c'est cela? Non. Écoutez, moi j'ai rejoint Renault en 1996, j'ai rejoint Nissan en 1999. Je suis devenu patron des deux à partir de 2005. Voilà, et vous y êtes resté jusqu'en 2018. Ça, c'était pour la présidence. En tout cas, c'est votre grande fierté. Ce qu'on aimerait comprendre aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les affaires qui vous sont reprochées. Comment le patron influent que vous avez été peut-il se retrouver impliqué dans autant d'affaires avec des procédures dans plusieurs pays? Comment expliquez-vous cette chute? Parce que c'est voulu, c'est monté. On ne va pas revenir sur l'affaire japonaise. Par qui? Au départ, c'est le Japon. C'est le Japon qui a très mal réagi à mon renouvellement de mandat à la tête de Renault, et surtout avec une mission de faire converger encore plus l'alliance, qui a été interprétée par les Japonais, non pas du tout à juste titre, comme étant une fusion. Une fusion dans laquelle l'État français était toujours actionnaire. Ça, ils n'en voulaient pas, et ils sont arrivés à la conclusion, aujourd'hui on en a les preuves, puisque ça a été préparé pendant plusieurs mois, suite à la confirmation par le conseil d'administration de Renault qu'ils allaient me présenter pour un nouveau mandat. Donc vous regrettez, oui ou non, de vous être représenté à ce nouveau mandat? Évidemment que je le regrette. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en 2018, l'Alliance était numéro 1 mondial. Renault était en croissance et profitable. Nissan était en croissance et profitable. Mitsubishi était sorti de l'ornière. J'avais réalisé tout ce que je voulais réaliser. C'est fini. J'aurais pu très bien m'arrêter là. Donc, Carlos Ghosn, pour qu'on comprenne bien, vous dites qu'il y a un complot du Japon. C'est ce que vous dites. Mais c'est très clair. Je n'ai pas arrêté de le dire dès le départ. Voilà, vous dites qu'il y a un complot du Japon. Ce qu'on aimerait comprendre aussi, c'est vous quittez ce pays dont vous dénoncez le système judiciaire. Je crois que beaucoup ont découvert dans le monde, d'ailleurs, le côté très difficile du système carcéral et procédurier du Japon. Ça s'appelle le système de l'otage. Ouais. La justice de l'otage, c'est connu. D'ailleurs, il y a un terme japonais pour le dire. Il y a un terme japonais pour le dire. Vous décidez donc de partir de façon rocambolesque. Est-ce que là encore, vous ne dites pas, pour le grand patron que j'étais, est-ce que ça brouille pas justement mes pistes d'être parti dans de telles conditions, dans une malle, avec des trucs... Enfin voilà, c'est un truc de film d'action, excusez-moi du terme, peut-être de barbouze, sans parler de vous, mais en tout cas avec un entourage un peu compliqué. Il y a des gens en prison. Oui, écoutez, il n'y avait pas 50 moyens pour partir. Donc c'était deux choix, soit rester au Japon. Et là, quand je vois comment mon ancien collègue Greg Kelly, qui a passé 3 ans au Japon pour être jugé sur une affaire, mais aujourd'hui, il est libre. Beaucoup de mal. Au bout de 3 ans. Vous imaginez pour moi, concernant l'ensemble des charges qui ont été rajoutées par ailleurs, de façon à justifier l'arrestation, je serais resté au Japon, un jugement qui aurait duré au moins 10 ans, plus... je ne sais plus quelle peine qui aurait suivi. Donc, seule façon de partir, qui vous a aidé à partir?
Oh, mais je l'ai fait par moi-même, avec évidemment des gens compétents qui sont spécialisés dans ce genre d'opération. Et heureusement pour moi, ça a réussi. Ça veut dire que vous aviez déjà des liens avant, entre guillemets, un peu sulfureux avec des personnes susceptibles d'organiser de tels actes Pas du tout. Quand j'ai décidé que c'est fini, qu'il n'y avait absolument aucun espoir d'obtenir justice au Japon, au travers d'un certain nombre de contacts, vous savez... on trouve des gens partout avec différentes compétences. Quel contact? J'ai été des contacts d'un certain nombre d'amis à moi qui sont basés au Liban, qui m'ont dit bah, écoutez, nous connaissons des personnes qui sont capables de vous aider. Au Liban, bien sûr. Pas ailleurs. Bien sûr, pas ailleurs. Avez-vous reçu 30 millions d'euros, Carlos Ghosn, de la part de SBA, le distributeur de Renault et de Nissan à Oman? Faux. Le juge Tournaire, apparemment, quand vous auriez dit que vous avez bien reçu cette somme en tant que consultant? Le juge Tournaire, au mépris du secret de l'instruction, a balancé à la presse des tas d'informations tronquées, non expliquées. Donc, moi, je déplore ce genre de méthode. On aura l'occasion de s'en expliquer quand on sera en face. C'est un coup monté, cette fois-ci par la justice française, alors? Je ne dis pas un coup monté, mais vous croyez au secret d'instruction ou pas? Comment vous expliquez le fait que vous retrouvez une instruction qui n'est pas terminée, que vous retrouvez dans la presse française? Comment vous l'expliquez? Ça, en France, vous savez qu'il y a toujours le débat sur le secret des sources, sur le secret de l'instruction. Où il y a secret de l'instruction, où il n'y a pas. On ne peut pas être entre les deux. On ne peut pas l'appliquer quand il s'agit du juge de quelqu'un qui est suspect et ne pas l'appliquer quand il s'agit du juge d'instruction. Alors comment expliquez-vous cette somme? S'il n'y a pas de secret d'instruction, dans ce cas-là, qu'on le dise. Mais moi, cette somme, elle existe, Carlos Ghosn. Je suis choqué. On l'a compris sur le fait que se retrouver talé dans cette somme. Non seulement ça, mais je vais vous dire quelle est la confusion. On mélange SBA, qui est en fait le distributeur, avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec SBA. Bon, on mélange les deux et on vous demande de répondre à un certain nombre de questions sur lesquelles il y a des mélanges du genre. Ça ne se passe pas comme ça, c'est pas aussi facile que ça. Devant quelqu'un qui va regarder l'ensemble des détails, et moi je suis très confiant, on verra bien qu'il n'y a rien. Il y a un montage qui a été fait, il y a une explication qui est donnée, qui vise à montrer que vous êtes coupable de quelque chose qui est répréhensible, alors que j'ai toujours dit, il n'y a pas un sou, ni de Renault, ni de Nissan, qui m'a été directement ou indirectement profité. Et deuxièmement, toutes les décisions que j'ai prises pour Renault et pour Nissan sont à l'avantage des deux entreprises et mes résultats le prouvent. La France vous a-t-elle lâché, Carlos Ghosn? Oh, mais c'est évident. C'est évident. Oui, bien sûr, pour moi. Qui vous a lâché? Bah, écoutez, les autorités françaises, quand j'ai été arrêté au Japon pendant 3 semaines, ont essayé de défendre. Et puis au bout d'un certain moment, il y a eu cette fameuse déclaration disant l'amitié entre la France et le Japon ou les intérêts de l'alliance entre Renault et Nissan sont beaucoup plus importantes que le sort de n'importe quel individu. Donc la messe était dite. Carlos Ghosn, moi, il y a quelque chose qui me frappe souvent quand on voit des images d'archives, c'est qu'avec tous les présidents français, les dirigeants français, les premiers ministres, vous n'êtes jamais à l'aise à côté d'eux. Vous n'étiez pas à l'aise devant Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Pourtant, vous avez toujours été à l'écart et peut-être d'ailleurs, si vous dites avoir été lâché, c'est peut-être pour ça. C'est votre interprétation que j'étais pas à l'aise. Moi, je pense que j'étais à l'aise. Mais c'est vrai que je ne passais pas mon temps à fricoter avec le monde politique. À fricoter avec le monde politique. Je ne l'ai fait ni en France. Ça veut dire je ne l'ai fait ni en France, ni au Brésil, ni au Japon. Ça veut dire quoi fricoter? Ça veut dire c'est-à-dire que je passe pas beaucoup de temps. Je fais le minimum qui est nécessaire pour un patron, mais je consacre l'essentiel de mon temps à m'occuper de mon business. Mais c'est quoi? C'est un coup de fil? C'est intervenir dans telle usine? C'est intervenir? C'est quoi? C'est une collusion? C'est que vous n'avez pas fait partie de tel ou tel proche de tel ou tel parti? C'est quoi le problème? Tel réseau? Non, il n'y a pas de problème. J'ai une tendance naturelle. Vous savez, moi, je suis arrivé à la tête de Renault par mes propres mérites. Moi, on ne m'a pas nommé parce que j'étais proche de X, Y ou Z. Moi, j'ai été nommé parce qu'on me voulait à la tête de Renault. On a dit, bon, ben, ça, c'est la meilleure personne qui est capable. Et c'est lui, Schweitzer, qui l'a fait, le conseil d'administration. Donc, moi, je suis arrivé par mes propres mérites. Bon, j'ai continué et j'ai prouvé, puisqu'en 2018, quand j'ai quitté toutes mes responsabilités, forcé de les quitter par l'arrestation au Japon, j'avais eu une performance qui était indiscutable. Donc puisque c'est celle qui était à la base de mon renouvellement. Oui, mais justement, du coup, est-ce que le succès aidant, est-ce que vous n'êtes pas senti aussi tout puissant? Et peut-être vous n'avez pas montré à l'égard de cette classe politique française une certaine défiance, une indépendance. J'aimerais juste quand même vous raconter ce que dit un journaliste français. Vous l'avez lu, un confrère qui dit qu'un jour vous vous êtes retrouvé devant Emmanuel Macron. Il y avait le Premier ministre français à ses côtés. Emmanuel Macron n'était pas président de la République, il était ministre de l'économie. Et vous auriez dit à Emmanuel Macron, toi, je te parle pas. Est-ce vrai ou pas?
Non, mais non, ça c'est des racontards, franchement, pas du tout. Vis-à-vis des autorités françaises, vis-à-vis de toutes les autorités avec lesquelles j'ai traité... Non, mais pourquoi pas? Vous auriez pu dire, moi je parle qu'au président et qu'au Premier ministre, vous n'avez pas dit ça. J'ai toujours montré beaucoup de respect. Ceci ne veut pas du tout dire que j'étais très intime ou très proche, je ne l'étais pas, mais j'ai toujours montré beaucoup de respect. Je suis trop professionnel pour dire ce genre de choses. Carlos Ghosn, on ne va pas se mentir, le grand patron que vous avez été, il a toujours eu des rapports difficiles avec Nicolas Sarkozy, François Hollande et peut-être même Emmanuel Macron. Il y a un sujet. Le sujet, il est celui du fait que quand vous êtes patron d'une entreprise, vous défendez cette entreprise et vous défendez les intérêts de cette entreprise. Alors parfois, il y a contradiction entre les intérêts de cette entreprise et des agendas qui sont des agendas politiques. Oui. Bon, donc, ce conflit est tout à fait normal. Mais moi, mon job, il n'est pas de faire de la politique. Moi, quand on m'a désigné à la tête de Renault, c'est pour défendre des intérêts de Renault. Ce que j'ai fait jusqu'à la funeste date de novembre 2018. Ouais. Carlos Ghosn, dont vous défendez dans ces affaires, vous niez, voilà, mais est-ce que vous comprenez tout de même, on a rappelé dans le sujet, cost killer, bon voilà, les coûts, il fallait réduire les coûts et tout ça. Vous avez évoqué tout à l'heure en début d'émission la crise au Liban, la crise mondiale en 2008. Versailles, vous regrettez? Non, mais vous allez encore avoir réponse, mais Versailles... Je vais vous répondre. Vous avez une façon très caricaturale de présenter mon bilan, parce que vous dites finalement, la façon dont vous parlez, c'est il a réduit les coûts, il a restructuré. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais ça n'est pas vrai. Non, mais c'est la façon dont c'est présenté. Oui. Parce que si je n'avais fait que ça... Vous avez fait attention aux deniers. Si je n'avais fait que ça, comment vous expliquez la croissance extraordinaire de Renault? Comment vous expliquez la croissance extraordinaire de Nissan? Ça justifie pas la fête à Versailles. Non, mais Versailles, c'est autre chose. Non. Là, je parle de réduction des coûts, restructuration. S'il n'y avait que ça, je n'aurais jamais eu... On a parlé de la réussite. Ça, c'est un premier point. Mais sur Versailles, c'était la fête de l'Alliance, c'était votre anniversaire. Mais c'est un montage, cette affaire. C'était monté pour monter l'opinion publique française contre moi. Je vous rappelle que ça a commencé dès mon arrestation. Et pourquoi? C'était une fête de l'Alliance. C'était une fête de l'Alliance. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il y a eu des vidéos qui ont été tournées. Vous avez fait un discours sur l'Alliance, mais il y avait votre anniversaire. Qui était de l'Alliance. Il y a Ducasse qui a servi, il y avait ni champagne pour l'anniversaire, ni joyeux anniversaire, ni rien du tout. Mais vous êtes bien né le 9 mars. Mais on n'arrête pas de me coller. Non, mais mon anniversaire a eu lieu le lendemain. Je l'ai fêté dans une fête à part le lendemain. Et les convives, Carlos, les convives là aussi. Mais non, les convives, tout le monde n'était pas lié à l'entreprise. J'ai expliqué la présence de chacun des convives quand il était là. J'ai dit que je pouvais justifier chacune des présences. Le fait qu'il y ait 20 ou 25% de Libanais, ça a été présenté comme étant quelque chose de tout à fait suspect, ce qui n'est pas vrai. J'ai des attaches au Liban que je n'ai jamais reniées. Il y a beaucoup de Libanais qui m'ont beaucoup aidé en tant que patron de l'Alliance, et je n'en ai pas honte. Or, il se fait qu'on n'a même pas posé la question. On a dit « Ah, c'est un Libanais, donc c'est louche ». Donc, ce que je trouve assez scandaleux. C'est du racisme? Pardon? C'est du racisme? Non, mais c'est quand même un biais qui est assez détestable. J'ai aidé des universités libanaises en tant que patron de Renault-Nissan, parce qu'on a embauché au Liban pour les pays du Golfe, mais j'ai aussi aidé des universités françaises, j'ai aidé des universités japonaises, nous avons aidé Versailles. Alors, tout ce qui est au Liban, c'est suspect d'abus de biens sociaux, alors que partout ailleurs, aider une université, ce n'est pas une vocation naturelle d'une entreprise. Dernière quelque question, chose. Carlos Ghosn, le temps file. Dernière question. Quel est votre avenir aujourd'hui? Est-ce que c'est une... Voilà, certains disent une retraite dorée entre guillemets à vie, d'autres disent une prison dorée à vie. Quel est votre avenir? Écoutez, si vous êtes capable de prévoir l'avenir, moi j'en suis pas capable. Je n'ai pas vu arriver la catastrophe de 2018, exactement. Je vis, mais je me bats. C'est-à-dire, je défends ma réputation, je défends mes droits. Il y a un certain nombre d'actions en justice qui sont en cours dans plusieurs pays. Et je les défendrai jusqu'au bout. Merci beaucoup, Carlos Ghosn, d'avoir répondu à nos questions ici en direct de Beyrouth, au Liban. C'est ainsi que l'on referme cette édition spéciale. C'était 64 minutes. Merci infiniment de nous avoir suivis.